Hello et bienvenue dans l'Escalier, le podcast qui te fait gravir les marches du quartier jusqu'au succès. Moi, c'est Lamia. Une semaine sur deux, je t'emmène à la rencontre de héros pas comme les autres. Ils sont cadres supérieurs, libéraux, artistes et j'en passe. Et ils ont tous 3 points en commun. Ils sont descendants d'immigrés, issus de milieux populaires et débordent d'ambition. On entend souvent que l'ascenseur social est en panne. Pourtant, ils sont la preuve que la réussite est accessible. Bon, on va pas se mentir, il y a eu des galères en chemin, mais ils sont toujours restés déter. Pour te guider dans ton orientation professionnelle, ils nous expliquent comment ils ont fait pour arriver là où on ne les attendait pas. J'espère que leur histoire t'aidera à écrire la tienne et devenir toi aussi le héros de ton quartier. Enfile tes meilleurs sneakers et prépare-toi à monter. C'est parti! Aujourd'hui, on monte les marches avec Aïfat Maoulida, docteur en psychologie. Aïfat, c'est une tête. Après un petit détour par la fac de médecine, elle intègre Descartes pour étudier la discipline de ses rêves, la psychologie. Elle se spécialise en psychologie sociale, psychologie du travail et psychologie pédagogique. Elle a fait sa thèse sur la mémoire collective pour comprendre l'impact des souvenirs de la nation sur les dynamiques de groupe, les relations entre le groupe et l'individu, et les comportements. Bah ouais. Aujourd'hui, Dr Maoulida fait de la recherche et elle enseigne la psychométrie, la psychologie différentielle et la psychologie du travail. Rien que ça. Aïfat, c'est un petit rayon de soleil. En même temps, elle vient de Créteil. Qui dit Créteil-Soleil. Bon, t'as compris. Depuis le collège, elle est ultra impliquée dans sa ville et dans l'accompagnement des élèves, que ce soit via les institutions scolaires, les associations ou son job étudiant de surveillante. En bonne héroïne de l'escalier, c'est un peu une super citoyenne. Elle nous parle de ses origines comoriennes, de sa famille, sa source de bonheur et de son amour pour la psychologie et son prochain. Je te laisse découvrir son histoire. Raconte-nous d'où tu viens, Aïfat. Je viens de Créteil, qui est à la préfecture du Val-de-Marne. Donc une ville, je crois maintenant, de près de 90 000 habitants, voire un peu plus. J'ai grandi et vécu à Créteil littéralement toute ma vie, à part le jour de ma naissance où j'ai eu le bonheur de naître dans une ville à côté. Voilà. Mais sinon, voilà, depuis mes premiers jours sur notre planète, je suis à Créteil. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes origines et nous parler un petit peu de tes racines? Oui, alors effectivement, donc Aïfat n'indique rien du tout, puisque c'est pas du tout un prénom qui va indiquer mes origines, puisque j'ai eu la chance d'avoir une maman qui regardait la télé et qui a trouvé mon prénom en regardant la télé. Et mes parents, moi-même, je suis originaire des Comores. Donc c'est une archipel qui se trouve dans l'océan Indien, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est-à-dire peut-être ceux qui ne vivent pas à Marseille. Pour ceux qui vivent à Marseille, je pense que vous êtes familiers avec les Comores. Donc voilà, avec cette belle archipel au milieu de l'océan Indien, dont une des îles est un département français. Il s'agit de Mayotte. Et donc moi pas du tout de Mayotte, de Ngazidja en comorien, les grandes Comores en français. Du coup, je suis très attachée en plus à mes origines comoriennes que je revendique avec un grand plaisir. En même temps, mon nom de famille est par contre un nom de famille typiquement comorien, lui pour le coup. Et voilà, je sais pas si je peux en dire plus sur ça, à part que voilà, c'est une part importante de moi-même et je pense que ça a beaucoup construit aussi mon parcours. Puisqu'on parle d'origine, j'ai envie de dire que je m'identifie en tant que comorienne évidemment, mais je m'identifie également comme christolienne, mais aussi, et c'est une chose importante pour moi et à partager, parce que ça va à construire mon parcours, en tant qu'européenne, donc en tant que française évidemment, mais surtout en tant qu'européenne. Voilà, j'ai un vrai attachement pour l'Union européenne, qui est vraiment très fort, voilà, parce que je pense que au plus on s'identifie large en tant que citoyen du monde, au mieux on peut se porter. Donc voilà, j'ai toutes ces identités qui me construisent et voilà. Et quand on pose la question de mes origines, j'ai envie de dire oui, mes parents sont originaires des Comores, mais au final, je porte en moi toutes ces identités et c'est ce qui fait de moi qui je suis.
Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu sais, et est-ce que tu peux nous raconter comment tes parents sont arrivés de cet archipel à Créteil ? À Créteil, je pense qu'ils ne m'ont pas tout raconté déjà, je pense. Même si je sais que ça a été très difficile leur arrivée ici en France, qu'ils ont vécu en partie dans des foyers, etc. et tout, et qui sont arrivés du coup à la fin des années 80. Ça, c'est ce que je peux dire. Et puis après, leur arrivée à Créteil, c'est un peu de fil en aiguille. Voilà, foyer après foyer, et puis après, d'un emploi à un autre, de logements sociaux, d'hôtels plutôt, parce que c'était beaucoup ça aussi à cette époque-là, et ça l'est toujours. Et puis au fur et à mesure, ils ont atterri à Créteil. Au départ dans un petit appartement où on a grandi pendant nos premières années avec mon grand frère. Et après par la suite, notamment grâce aux grandes capacités, à la pugnacité sans faille de ma maman, dans un appartement dans lequel voilà, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence, voilà, dans le même quartier à Créteil. Tu dis ça parce que c'était particulièrement compliqué pour vous d'obtenir un logement à l'époque ? Alors, oui et non. C'est-à-dire, oui, forcément, c'est compliqué, notamment quand on n'a pas les revenus, je pense, socio-économiques hyper élevés, etc. et tout. Et puis, rapidement, on a été quand même une famille nombreuse. Moi, je suis dans une fratrie de 4-5 enfants. Alors, je vais dire 4 parce que au départ, j'ai 2 ans d'écart avec mon grand frère. Et puis 2 ans aussi d'écart avec mes petits frères, et ensuite ma sœur qui est venue 10 ans plus tard après ma naissance à moi. Donc au départ, forcément, oui, ce logement-là, il était pour nous 4 en tant qu'enfants plus nos parents. Et après, je dis de nouveau 4-5 parce que voilà, quand j'ai eu 18 ans, j'ai perdu mon grand frère du coup. Donc voilà, on est entre guillemets sur les papiers officiellement de nouveau entre guillemets 4. Même si voilà, pour moi on sera toujours 5. Voilà, donc c'est pour ça que je dis 4-5. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je l'expliquerai. C'est la vie. Je sais que c'est moi quelque chose avec lequel c'est pas une question d'être en paix, mais j'en parle assez facilement de cette perte-là. D'une part, évidemment, parce que comme chaque chose qui arrive dans la vie, ça nous construit. D'une autre parce que j'ai grandi avec lui, c'est dur de ne pas il y a plein de choses, si je dois raconter mon histoire, c'est pas possible qu'ils n'apparaissent pas. C'est quand même 18 années déjà de vie commune. Et ensuite après, c'est plein d'années où moi j'ai continué à être en tout cas sur terre physiquement, et où il a quand même eu une grande place dans tout ce que j'ai fait, notamment parce que tous ses amis avec lesquels il a grandi, qui étaient ils continuent à faire partie de nos vies. C'est au-delà de ça, c'est des membres de ma famille pour moi. Donc forcément, je peux pas parler de ma vie, parler de moi sans parler de ce grand frère qui m'est cher. Donc voilà, du coup, je pense que moi j'en parle en tout cas avec grand plaisir même, parce que voilà, il est une grande source d'inspiration pour moi, pour de nombreuses personnes, je le sais aussi. Et que en plus anecdote intéressante sur ma vie, mais j'ai donc vous allez le découvrir dès maintenant, mais sauté une classe, et mon frère a redoublé. Alors si vous calculez bien, nous avons donc atterri au même niveau de classe. Tu dirais que tu étais quel genre d'enfant ? L'enfant. Alors déjà, de mon histoire, j'ai grandi du coup au départ entourée de frères. Je tiens à le dire, c'est important pour toutes celles qui se reconnaîtront dans être entourées de gars, et j'avais beaucoup envie de m'intégrer. Donc voilà, j'étais le genre d'enfant très active. Ma mère disait qu'elle avait du mal à me canaliser. Du coup, elle a dû trouver un moyen de me canaliser parce que voilà, j'avais 100 000 idées à la minute et je bougeais dans tous les sens. J'aime beaucoup cette photo de moi où je porte une passoire sur la tête et un sac de poubelle dans les mains. Voilà, je pense que ça illustre bien quel type d'enfant je pouvais être, en tout cas très jeune. J'ai toujours beaucoup parlé, comme là je suis en train de le faire.
Et voilà, je dirais que c'est un peu cet enfant un peu voilà pleine de joie qui bougeait dans tous les sens. Et oui, il a fallu me canaliser un petit peu. Et c'est grâce notamment à une enseignante que j'ai eue quand j'étais au CP que ma mère a un peu trouvé la solution. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a mis devant des mots fléchés. Alors imaginez bien une gamine de 6 ans qui fait des mots fléchés et des mots mêlés. J'aime toujours autant ça, faire des mots mêlés. Je trouve ça me détend et ça nécessite tellement d'attention que forcément, bah voilà, ça canalise tout de suite. Donc voilà, j'étais aussi ce genre d'enfant, bah du coup très studieuse, qui avait besoin d'apprendre plein de trucs, de découvrir plein de nouvelles choses. Donc voilà, si je devais me définir en tant qu'enfant, je sais pas si c'est une bonne définition, ça adresse un bon portrait de moi. Et j'aimais beaucoup aller à l'école. Voilà, évidemment. L'école, c'est toujours toute ma vie, je pense. En parlant d'école, quel a été le rôle de ta famille pendant ton parcours scolaire ? Je pense que le rôle de ma famille a été essentiel. Je peux le dire, mais je dois énormément, si ce n'est peut-être tout, à ma mère. J'admire la manière dont elle a su trouver le moyen de faire en sorte que tout se passe au mieux pour moi au niveau scolaire. Parce que voilà, j'en ai parlé, j'ai donc sauté une classe, n'est-ce pas, c'est ce qu'on disait à l'époque, on parlait de sauter une classe, donc voilà, clairement mes parents ont pas eux-mêmes ont pas forcément suivi les cours, ils sont même pas allés jusqu'au niveau 3e, etc. et tout, et ils sont la preuve de ce qu'on appelle l'intelligence sociale, et voilà. C'est-à-dire être capable de trouver dans la vie, de se débrouiller. Voilà, c'est vraiment l'intelligence sociale, l'intelligence de la vie, comme j'aime dire, et se débrouiller et trouver le meilleur moyen pour accompagner leurs enfants, même s'ils n'ont pas forcément toutes les armes que d'autres peuvent avoir en leur possession, et notamment un peu l'intelligence classique, ou en tout cas ce que les gens sont censés savoir, et ils se sont débrouillés pour avoir ces connaissances-là et m'accompagner au mieux dans ma scolarité. Et me donner aussi la liberté, voilà, en termes de devoirs, fais tes devoirs, mais toujours, voilà, ils savent que tu fais tes devoirs, mais voilà, ils vont pas forcément être là sur toi. Et ça, c'est clé, et puis surtout le fait que ma famille ait cru en moi du début à la fin. Ils m'ont toujours soutenue, ils ont cru en moi quand moi je ne croyais plus en moi. Je suis pas forcément quelqu'un qui voilà, je panique beaucoup quand il y a des examens. J'étais toujours à dire mais non, j'ai pas réussi, mais non, ça va pas, mais je pourrais jamais y arriver. Et non, ils étaient là à toujours dire mais si, tu peux le faire, on croit en toi, et à me donner aussi les moyens. Donc si j'ai besoin de silence, je vais l'avoir. Si j'ai besoin au contraire de bruit, faire à manger comme moi je peux pas faire à manger. C'est aussi pour ça que je suis restée pendant mon doctorat, et puis de toute façon je serais quand même restée même autrement. Mais oui, je sais pas, c'est tout le soutien qu'ils m'ont apporté et toutes les portes que ils ont pu m'ouvrir en me faisant aller en colo pour que je puisse voir le monde et apprendre à me débrouiller par moi-même, m'aider à monter un projet pour que je puisse faire une partie de ma scolarité au Canada, enfin tout quoi, tout. Voilà, donc moi, ma réussite pour moi, elle est due à ma famille, et ils le savent, je leur dis, c'est le moyen de le redire à grande échelle. Voilà, et un merci tout particulier forcément à ma maman, mais également à mes frères et sœurs qui voilà, eux aussi en plus en étant dans cette position un peu où j'étais un peu parmi les aînés, et maintenant en l'étant entre guillemets, j'avais envie de montrer entre guillemets, enfin pas montrer l'exemple, mais voilà, parce que moi pour moi il s'agit pas d'un exemple parce que chacun a sa propre réussite, mais voilà, j'avais envie qu'ils soient contents de moi, qu'ils apprécient ce que je fais, qu'ils voilà, ils se disent ah ça c'est ma sœur, etc. et tout. Comme moi aussi je suis extrêmement fière de les appeler mes frères, mes sœurs, ma mère, etc., mon père. Donc voilà. C'était quoi le métier de tes rêves quand tu étais petite ? Psychologue. Clairement.
J'écris depuis l'âge du CE2. Preuve à l'appui, j'avais trouvé le carnet. Donc CE2, c'est la classe que j'ai sautée. Et pour sauter une classe, j'ai dû passer des tests auprès du coup d'un psychologue de l'éducation nationale. Et je pense que je me suis pris de passion pour ce métier à ce moment-là, voilà, à faire passer des tests, etc. Je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et surtout, ce qui est arrivé juste après ça, le monde de l'enfance et le monde des enfants étant ce qu'il est, c'est-à-dire très cruel vis-à-vis parfois des différences apparentes. Dès que j'ai sauté une classe, j'ai plus fité, comme on dit, je suis plus rentrée dans aucune case. J'étais trop jeune pour les gens de ma classe et trop âgée, entre guillemets, pour ceux avec qui j'avais grandi et été. Donc je rentrais plus dans une case et donc je me suis retrouvée un petit peu seule. Et j'avais besoin de comprendre pourquoi et comprendre les gens. Et ce besoin de comprendre l'autre m'a donné le goût de la psychologie, clairement. Comment tu as construit ton projet et comment tu t'es orientée pour justement devenir psy? Arrivé au collège, moi j'avais juste envie, ce que j'ai appris de moi, c'est que j'aime les autres. J'aime, au-delà de les comprendre, j'aime pouvoir être là pour les autres, donner tout ce que je peux donner aux autres et contribuer au bonheur de chacun et faire en sorte qu'au final, on vive dans un monde où on puisse tous être bien les uns avec les autres. Et du coup, forcément, un truc qui peut aller avec, c'est de vouloir être délégué de classe. Parce que moi, j'avais envie de représenter les autres, j'avais envie d'être, de pouvoir les défendre, etc. et d'être leur porte-parole. Sauf que j'étais pas très populaire, hein. C'était, je peux dire, ça joue sur la cote de popularité au départ, hein. J'avais un beau projet pour ma classe, mais le projet était pas, apprécié peut-être à sa juste valeur, j'en sais rien. En tout cas, il n'était pas suffisamment populaire, ou moi plutôt, j'étais pas suffisamment populaire. Et du coup, par contre, en 5e, il va y avoir un petit twist dans l'histoire. En 5e, je me présente pour être déléguée de classe, mais on nous explique que va être lancé dans notre ville un conseil qu'ils vont appeler le conseil des adolescents, parce qu'il y avait déjà un conseil d'enfants et un conseil de jeunes, un conseil d'adolescents qui vont représenter en fait les adolescents de la ville, donc les collégiens de la ville, pour mener à bien des projets au sein de notre ville. Donc des projets pour les jeunes, par les jeunes. Et moi, je me dis, c'est génial, j'ai trop envie de faire ça, etc. Mais je me dis, mais comment je vais faire? Je vais jamais être élue. Et encore une histoire drôle, les élections ont lieu. J'arrive à grappiller, je vais voir les gens les uns après les autres. Et en fait, il y a égalité entre moi et l'autre personne qui se présente. Clémentine, si tu écoutes ça, j'espère que ça te rappellera des souvenirs. Et donc, on est à égalité. Et en fait, la règle des élections veut que ça soit le plus jeune qui soit élu. Et forcément, quand on a sauté une classe, on est automatiquement la personne la plus jeune. Donc, je suis élue, entre guillemets, par défaut. Donc, parce qu'il y a égalité. Donc, du coup, je suis élue au conseil municipal de la ville, au conseil d'ado. Et en fait, ce conseil d'ado va, en fait, au fur et à mesure, je rentre dans ce conseil d'ado. Et je vais y passer les 2 années de mon mandat. En plus, on va mener tout un projet sur l'identité européenne à travers ça. Également, un projet sur comment acquérir la nationalité française quand on est jeune et qu'on vient d'arriver sur le territoire. Donc, voilà, plein de questions. Je suis dans la commission respect, solidarité. Enfin, plein de questions autour de comment améliorer la vie de tout un chacun. Donc, ce que je dirais, c'est que, en fait, ce projet, il se construit à travers mes différents engagements. Déjà, mon engagement citoyen qui est très fort. Et après, en fait, je rentre dans cette structure-là. Puis, au collège, il y a le conseil de vie de collégien, conseil d'administration, je rentre dedans, le conseil de discipline, pas la meilleure expérience de ma vie, dans lequel je rentre également. Voilà. Plus le temps passe, plus je m'engage au service de l'autre. Et et en fait, au fur et à mesure, pareil au lycée, je deviens entre guillemets présidente des élèves parce que je suis vice-présidente du conseil de vie lycéenne, donc l'équivalent, on va dire, de présidente des élèves, où je mène des projets. Et donc voilà, je cherche toujours à m'impliquer de plus en plus. Et puis au moment du choix de l'orientation, je veux être psy, donc je te vois qu'il existe une licence en psychologie, j'y postule.
évidemment, je pense que maintenant ça s'appelle Parcoursup, mais à l'époque c'était donc APB, admission post-bac. Et je mets qu'un seul vœu, du coup. J'ai mis que ça. Et je me fais convoquer. Parce que je crois qu'en fait, il y avait un minimum de vœux à mettre, je crois. On nous dit oui, mais il faut mettre un minimum, etc. Et en fait, non, même pas. C'était même pas pour ça. C'est parce que déjà, j'ai mis un vœu, ok, mais bon, ça, c'était même pas ça qui inquiétait. C'était que mon vœu, c'était psychologie. Et on m'a littéralement un peu dit, mais tu gâches ton potentiel à mettre que ça. Et je me souviens même, le proviseur que je connaissais, en fait, parce que comme j'étais dans toutes les instances, il me dit, mais tu sais, je peux même t'écrire une lettre de recommandation si tu veux faire une école, faut pas te fermer de porte. Et je dis, en fait, non. Je veux vraiment être psy, c'est quelque chose de pensé. J'ai toujours voulu être psy. Apparemment, pour être psy, il faut que je fasse une licence. Psychologie, pas. Oui, mais si tu veux être psy, tu sais, tu peux aussi être psychiatre et donc faire médecine. Et là, je fais, oui, bon, médecine, concours, j'étais pas trop tentée. Mais voilà, on va dire que mes professeurs vont travailler au corps et vraiment, littéralement, ils vont beaucoup insister. Et puis, entre guillemets, académiquement, j'avais le profil pour prétendre aller en médecine, même si moi j'avais énormément de réticence, puis ma maman qui me poussait beaucoup à me dire mais si, il faut que tu fasses, essaye au moins. Et puis je pense que l'argument final et qui peut-être a fait aussi basculer la chose pour moi, au-delà des attentes, parce que voilà, forcément moi les attentes ça me pousse, je pense beaucoup et je pense que ça pousse beaucoup d'entre nous à faire des choix. C'était le fait que on me dise t'as le temps, enfin t'es très jeune. Et du coup, tu suis quand même l'avis de tes professeurs et de ta maman pour aller en médecine. Ça s'est passé comment pour toi à partir de la fac de médecine ? Alors, juste avant, je tiens à préciser que c'était ma deuxième expérience de on me pousse dans une voie parce que ça me rappelle aussi le fait que je voulais faire L. En troisième, j'avais dit en fait moi mes matières préférées à l'école c'est simple, c'était allemand, histoire et bio. Allemand. Ouais, allemand, histoire et biologie. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Et voilà, il y avait ces trois matières. Mon top 3, c'était ça. Et ça, je n'ai jamais démordu. Et la matière que j'aimais pas, c'était anglais. Quand je suis arrivée en médecine, moi, comme j'ai été à la fac de Créteil, voilà, j'étais toujours un petit peu dans mon concon. Donc, cette expérience-là, ça a été le pire et le meilleur. Le pire parce que ça a été 2 années de souffrance sur le moment. Mais le meilleur parce que c'est aussi 2 années où j'ai énormément appris sur moi-même. Déjà, j'ai besoin de comprendre pour apprendre. Et en fait, en médecine, j'avais pas le temps de comprendre. Il y avait trop d'informations données, donc si je voulais prendre le temps de comprendre, j'avais pas le temps d'apprendre. Donc, au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte et du coup, je voulais plus rien faire, quoi. L'esprit concours, c'est pas du tout l'esprit qui me convient, pas du tout. Je pense que c'est pour ça que prépa, etc. Alors là, c'est pas du tout ce qui convient à mon profil. Voilà, moi j'ai besoin d'être dans un environnement où je me sens bien pour pouvoir progresser, surtout un environnement dans lequel on va collaborer les uns avec les autres et on va tous se pousser pour faire le meilleur. Et puis sinon après c'est aussi l'apprentissage de l'échec parce que j'échoue de manière voilà, c'est un échec entre guillemets, en tout cas sur le moment je le prends comme ça et je suis pas encore arrivée au stade de ma vie où pour l'échec je sais que c'est un moyen d'apprentissage, un des meilleurs moyens d'apprentissage, donc c'était très dur et très très difficile. Et puis moi qui ai vraiment tout le temps envie de réussir etc. et c'est très difficile cette période là pour moi. Et autre facteur qui rend ça aussi difficile, cette période-là, c'est que, puisqu'on est en médecine, on voit personne. Parce qu'en fait, on ne faisait que travailler. Le système éducatif médecine tel qu'il était pensé à ce moment-là, puisque maintenant ça a changé, comme on le sait tous avec PASS, LAS, les nouveaux trucs qui ont été mis en place, ça me convenait pas. Voilà. Donc, mais bon, comme j'ai dit, j'en ai énormément appris sur moi-même et heureusement que j'y suis allée. Et et aussi, j'étais très jeune. Donc, vivre tout ça à l'âge de 16 ans, tous ces apprentissages-là très durs en tout cas pour moi qui était difficile, voilà, ça a été compliqué à gérer. T'es restée 2 ans ? Oui, j'ai redoublé. T'as fait 2 ans la première année ? En fait, j'ai redoublé ma première année. À la fin de la première année, j'avais envie de partir. Puis ma mère, elle me dit non, mais essaye encore, quand même redonne une chance. Et puis voilà,
reste pas sur ça, essaye quand même de le faire une nouvelle fois. Au début, je voulais absolument pas, et puis finalement, je me dis, bon, écoute, je vais réessayer. Et si ça marche pas, de toute façon, je peux en fac de psycho. Comme j'avais des très bons résultats scolaires, et que j'étais issue de ZEP, en fait, on était accompagnés par une personne pendant notre parcours en médecine. Et c'est c'était une conseillère d'orientation. Je lui dis, moi, j'ai postulé qu'à une seule fac. Véridique. Et elle me dit, quoi? Et elle dit, mais vous savez que vous pouvez ne pas être prise? Ça nous avait même pas traversé l'esprit. Et heureusement, je crois 48 heures après, je reçois ma lettre d'admission à Descartes parce que j'ai vraiment passé 48 heures dans un mauvais mood, comme on dit, parce que j'étais là, mais enfin, je peux ne pas être prise, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, en fait, on se pose pas de questions. Enfin, c'est aussi ça que je tenais à dire, c'est que quand on me dit oui, t'as réfléchi à ça, il y a des choses, moi je passe des heures à réfléchir sur certains trucs très inutiles, diraient mes frères, mais parfois aussi je réfléchis à des trucs où je devrais réfléchir, sur lesquels en fait je devrais réfléchir, je me pose pas de questions. Donc voilà, du coup moi par contre quand on est dans une filière et qu'on changeait, en tout cas on postule. Donc là il fallait envoyer une lettre, c'était plus via APB, c'était vraiment on postule dans cette fac là par un autre chemin. Et oui, j'ai eu le bonheur d'être prise dans cette fac, et voilà, et donc du coup de pouvoir faire ma licence de psycho comme je le souhaitais à Descartes. Est-ce que ça se passe comme tu l'imaginais? Alors j'imaginais pas grand-chose, je crois. La seule chose qui peut-être que je pouvais imaginer, qui s'est pas passé, c'est que juste avant, l'été avant mon entrée en psycho, je perds mon frère du coup. Et en fait, on enterre mon frère aux Comores, donc moi je passe tout mon été là-bas du coup, parce que ça arrive au milieu de l'été. Quand je rentre des Comores, j'ai un message sur mon portable où elle m'avait déjà parlé de ça, mais une de mes anciennes CPE, c'était pas ma CPE à moi, mais il y avait 3 CPE dans mon établissement au lycée. Elle m'a contactée pour savoir si je voulais être surveillante. Et en fait, c'est pour ça que je dis que ça se passe pas peut-être comme j'imaginais, parce qu'en fait, du coup, je vais travailler pendant toute ma scolarité. Dans les établissements, on est confronté à de grandes problématiques et une grande précarité, notamment psychologique, de certains et certaines. Et en étant à cette position-là, je comprends tout de suite, ça fait que renforcer mon envie de faire ce que je fais, en fait. D'une part parce que je m'engage auprès de jeunes et je vois que voilà, je peux lancer des trucs, je peux accompagner des jeunes à eux-mêmes définir au mieux leurs projets. Donc ma maman me dit Aïfa, tu veux pas être CPE? Non. Mais après sincèrement je dis ça non, mais ça se trouve je vais peut-être finalement passer le concours de CPE, qui sait, parce que là en ce moment j'ai plein de portes que j'ai envie de pousser parce que je sais plus trop ce que je veux faire. Mais surtout en fait voilà, je me dis notamment auprès de jeunes, je peux les aider à avancer, à construire leurs propres projets et leur donner la chance que moi j'ai pu avoir. Quelles sont les étapes de ton cursus une fois arrivé à Descartes, et comment est-ce que tu arrives jusqu'à l'étape du doctorat? Alors oui, donc du coup, je rentre en licence de psycho avec l'idée d'être psy, vous l'aurez compris, et psy clinicienne. Je me suis prise de passion pour la périnatalité. Je crois que la première semaine de cours, je vais dans un cours de psychologie différentielle, et en fait, j'arrive en psycho et j'apprends qu'il y a différents types de psycho. Il y a autant de branches en psycho qu'il y en a en médecine, en réalité. Et donc du coup, je me dis, mais non, mais moi je vais faire clinique. En plus, je suis têtue un peu au début. Je vais faire clinique. Et en fait, il y a une prof que je remercie énormément, qui était dans mon jury de thèse et avec qui qui m'a beaucoup accompagnée, qui a été ma directrice de mémoire de master, qui a écrit ma lettre de recommandation pour que j'aille au Canada, Julie Collange, qui a cru en moi et qui m'a dit, première semaine de cours, tu feras pas clinique, tu vas faire psycho du travail, psychosocial, psycho du travail. La différentielle, c'est ton truc. Donc c'était le cours de psychologie différentielle que je donne maintenant, d'ailleurs, depuis plusieurs années. Mais à ce moment-là, il y a cette enseignante qui me suit et qui me parle de ce master-là de psychologie du travail. Et en plus, moi, je sais qu'il y a énormément de débouchés et que surtout, avec le travail, je peux aussi faire de l'orientation scolaire, de l'orientation professionnelle. Donc, en fait, il y a plein de choses dans lesquelles je peux me retrouver, et vraiment, ce master m'apparaît comme étant celui évident.
Donc, comme je vous disais, en parallèle de ma licence, oui, je suis surveillante. Et puis, même de temps en temps, je vais avoir des petits boulots par-ci aussi, par-là, des petites missions, l'été notamment. Mais voilà, j'avais aussi beaucoup d'activités où on me payait pas. Et je faisais juste ça pour le plaisir, parce qu'en fait, j'aimais ça. Et c'est vrai que j'ai eu et c'est aussi aujourd'hui aussi toujours une vraie question, c'est, moi, je travaille par amour. Mais parfois, en fait, même quand tu travailles par amour, faut être payé. Et il faut des fois apprendre, et ça, c'est un truc que je continue à travailler, et c'est peut-être quelque chose qui est très difficile pour moi, c'est que peut-être que la notion, là j'ai cette réflexion, peut-être que la notion de plaisir et de travail et d'argent, les trois mêlés, c'est pas encore quelque chose que on a culturellement, ou en tout cas quand on est issu, je pense de milieu populaire. Quand tu vois tes parents bosser, ils vont pas forcément te gaieté de cœur, même si moi chez ma mère je la voyais comme souriante, etc. Elle est dans des milieux où en fait, elle est avec des collègues, mais c'est peut-être pas la tâche en soi. Alors que moi la tâche en soi me plaît. Donc, je me dis, mais attends, je suis payée pour faire un truc que j'aime. Alors, du coup, ce qui fait peut-être qu'on va pas demander les prestations salariales qu'on devrait peut-être exiger. On va faire beaucoup d'heures parce qu'en fait, on aime juste ça. Alors, qui compte? Il y avait des bénéfices, en fait, secondaires qu'on voit pas. Moi, ça m'a créé un réseau énorme. Et ça, oui, un truc que nous, on connaît pas, je pense, quand on vient de là où on vient, c'est que le réseau, c'est hyper important. Et oui, et maintenant, aujourd'hui, je vois à quel point j'ai un réseau de personnes auprès desquels je peux me tourner, et c'est aussi ce réseau qui fait qu'aujourd'hui toi et moi on a cette interview. Et en fait si nous, je pense, et par nous j'entends toutes ces personnes qui comme moi sont issues de banlieue, on utilisait notre réseau comme on devrait, parce que maintenant en fait on est tous on a beaucoup, pour la plupart on est tous dans des métiers, dans des activités professionnelles où en fait on pourrait se tirer les uns les autres et peut-être s'aider mutuellement. Et si en fait on avait ce réseau sur lequel on s'appuyait et qu'on l'utilisait vraiment à son maximum, je pense qu'on pourra aller encore plus loin et proposer encore des choses encore meilleures. Déjà à titre personnel, peut-être se développer, mais aussi développer le monde dans le sens dans lequel on voudrait qu'il aille. Voilà. Donc et pour finir sur licence, master, master travail. Et pendant mon master, en fait, cette personne-là, elle fait de la recherche et elle me dit, je te vois tout à fait faire de la recherche. Moi, je me dis, ouais, moi, je kiffe ça, faire de la recherche, découvrir des choses. Mon amour pour les connaissances, pour la connaissance, il est vraiment nourri en faisant de la recherche. Et je fais au départ une recherche sur un monde qui m'intéresse beaucoup, le monde hospitalier, et notamment sur les conflits qu'il y a au sein du monde hospitalier entre les infirmiers et les médecins. Et en fait, en faisant ce travail de recherche, je me dis, mais en fait, tous les conflits qu'on peut voir aujourd'hui, ils ont une origine profonde. Et ils sont souvent antérieurs à ce que nous, on connaît, à notre propre existence en tant qu'individu. Ils s'ancrent dans le passé. Et là, je me dis, waouh, il faut que je travaille sur ça, sur ce qu'on appelle la mémoire collective, les souvenirs qui appartiennent au groupe, et notamment à notre nation. Et là, toutes ces questions qui peut-être étaient en moi et que je me posais, et issues de mon parcours. Quel est l'impact de la colonisation? L'impact des guerres? L'impact du fait que les femmes, c'est que récemment qu'on a obtenu certains droits. Toutes ces questions-là, j'essaye d'y répondre. Et je me retrouve en thèse à répondre à ces questions-là, avec très peu de littérature, parce que c'est des questions qui sont pas du tout très peu étudiées. Déjà dans le monde anglo-saxon, qui est celui le plus prolifique en termes de recherche, c'est pas forcément beaucoup étudié, mais alors en France, en tout cas à partir de l'épistémologie qui est celle de la psychologie sociale, donc c'est-à-dire vraiment la lecture qu'a la grille de lecture qu'a la psychologie sociale, donc ce domaine spécifique, la psychologie, pas grand-chose. Voilà, donc du coup, en plus je fais un travail de recherche sur des choses où il y a pas grand-chose, je me tire une double épine dans le pied, mais je fonce, sans financement. J'essaye d'en avoir un, mais je l'obtiens pas. Et du coup, de nouveau, rebelote, je bosse à côté, je fais plein de trucs pour financer ces années-là. Et en fait, aussi de fil en aiguille, je suis sur plein de projets qui en fait me nourrissent et nourrissent aussi mon doctorat, et moi en tant que chercheuse et qu'être humaine tout court. Là, je suis à un point là de mon parcours où je viens d'être docteur. Ça va bientôt faire 1 an que je suis docteur. Et je peux notamment prétendre à la fonction de maître de conférence, c'est-à-dire enseignant-chercheur dans une université,
pour cela, il faut obtenir ce qu'on appelle une qualification, c'est-à-dire remplir un ensemble de critères qui sont reconnus par le Conseil national des universités. Et moi, je réponds pas à tous les critères. Donc, et je vais pas être dans les délais a priori pour y répondre. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il faut peut-être que j'envisage soit de reporter le projet, mais sincèrement, c'est pas forcément l'état d'esprit dans lequel je suis moi actuellement. Soit de choisir un autre projet, parce que avec ce que j'ai à l'heure actuelle, en réalité, je peux faire que déjà pas mal de trucs et surtout je peux choisir pas mal de voies et je peux faire pas mal d'activités professionnelles, mais il faut que je trouve celle qui me correspond. Et comme d'habitude, c'est pour moi toujours la pire chose parce que j'ai envie de faire plein de choses. Et moi, je vois parfois ça comme renoncer à certaines autres. Donc forcément, je suis là, c'est quoi le meilleur pour moi? Et puis, évidemment, pour construire aussi ma vie personnelle, parce qu'il y a aussi ça qui rentre en compte. Voilà, j'ai la trentaine quasiment. Donc voilà, il y a aussi matcher. Je suis bien placée en tant que psychologue du travail. Le work-life balance, c'est un des concepts que dont on parle beaucoup. C'est équilibre vie professionnelle, vie privée. Et il faut aussi que je fasse un choix qui me permet d'être en accord avec aussi les aspects personnels de ma vie. T'es un peu dans le FOMO, Fear of Missing Out. C'est dur. Déjà, félicitations, docteur, pour votre parcours. C'est un peu... je trouve que c'est un titre un peu intimidant quand même. Moi, je trouve que c'est un titre, oui, un peu intimidant, et notamment, autre fun fact, moi, j'aime pas dire que je suis docteur, notamment parce que j'ai pas envie d'intimider des potentiels prétendants, parce qu'on sait à quel point. Et oui, non, mais je pense que c'est important d'en parler, cette sensation d'infériorité qu'après certains peuvent avoir, et qui, moi, j'ai très vite eu conscience du fait que peut-être que ma réussite académique pouvait être un frein dans certaines relations, et ne serait-ce qu'au sein de mon cercle proche. Voilà, j'avais pas envie que les gens se comparent à moi, parce que je trouve que chacun, comme j'ai dit, a sa propre réussite. Et oui, et on n'en parle pas suffisamment, nous, là je vais parler en tant que femme. Moi, je sais que j'ai ces conversations avec pas mal de femmes qui ont des parcours de professionnels où qu'on va dire où ils ont poussé, on va pas appeler ça de parcours de réussite, parce que moi, même si j'aime pas ce mot-là, ou en tout cas sont à des positions professionnelles à haute responsabilité, et l'impact que ça peut jouer sur leur relation. Et je pense que on devrait peut-être avoir une table ronde, je pense, un jour sur ce sujet, parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de femmes qui ont cette question-là et qui peut-être auraient envie d'échanger à ce propos-là. Parce que, voilà, moi, plus le temps avance, plus je me pose cette question-là, l'impact aussi de la position professionnelle qu'on adopte en tant que femme. Et là, c'est la psychologue sociale qui va vous parler, parce qu'on ne correspond pas du coup aux stéréotypes typiques de la femme et aux caractéristiques qu'on associe au prototype de femme auquel moi je me suis intéressée. Et donc je vous invite à lire sur le Stereotype Content Model de Fisk, Suzanne Fisk, qui a développé toute cette théorie, et notamment, enfin en tout cas en termes de stéréotype, le modèle du contenu du stéréotype, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de chaque catégorie sociale, donc chaque groupe d'individus, voilà, qu'on va identifier et qui va être créé par la société. Et dans celui de femmes, c'est bienveillante, careful, etc. Enfin, vraiment ces termes un petit peu là. Et forcément, en fait, vous collez plutôt à des caractéristiques qu'on va associer aux hommes. Et comme on rentre pas, on fit pas, on correspond pas à ce stéréotype-là, tout de suite, du coup, peut-être qu'on va être moins associé à potentiellement une personne avec qui on a envie de construire. C'est pas qu'on va être moins associé. On va trouver chacun a son chacun a sa chacune a sa chacune, voilà. On a tous une personne peut-être qui nous est destinée, en tout cas, ou si on a envie d'être seul, on peut être tout à fait seul, mais c'est pas forcément, ça peut être un frein. Et moi, voilà, c'est une interrogation que j'ai en ce moment, de ce frein-là potentiel. Enfin, en ce moment, je l'ai depuis un certain nombre d'années, à quel point ça peut jouer dans les relations qu'on a avec les gens aussi, les carrières professionnelles qu'on peut mener. Voilà. C'est quoi ton rêve aujourd'hui ? Mon rêve,
Professionnellement, personnellement, Ça, comme tu veux. mon rêve, c'est d'avoir une vie tranquille. En fait, je rêve pas plus que d'avoir une vie dans laquelle je suis bien chaque jour, pas dénuée d'épreuves parce qu'elles font partie de la vie et c'est ce qui aussi nous permet d'apprécier ce qui nous arrive aussi au mieux, mais quand même avec peut-être beaucoup de moments heureux avec ma famille, avec mes amis et être dans un boulot dans lequel quand j'y vais je suis contente et quand je repars je suis contente parce que je pourrais voir au jour le jour à quel point je vais aider les autres et contribuer à un monde dans lequel on peut tous vivre ensemble. Voilà. Donc voilà, c'est cette petite vie-là dont je rêve, une petite vie sympa. Voilà, où je suis bien chaque jour. C'est une vie quand même qui va à 1000 à l'heure avec plein de projets. Oui, avec un agenda que je dois tenir tout le temps et avec des choses que je dois annuler, avec maintenant en plus moi qui n'aime pas ça, mais je suis en retard parce qu'en fait je fais tellement de choses que du coup des fois pour passer et manager parce que chacun a son temps. Mais j'essaye aussi de tenir mes engagements au maximum autant que faire se peut et consacrer du temps à ceux que j'aime et y compris à moi-même parce que une chose que je continue à apprendre chaque jour, c'est qu'il faut aussi s'aimer pour pouvoir aimer au mieux les autres et donc se consacrer du temps à soi et pas s'oublier dans l'autre parce que être entre guillemets au service de l'autre, c'est aussi se souvenir que l'autre c'est aussi soi et qu'on est aussi à son propre service, qu'il faut s'écouter même si les gens qui doivent écouter doivent rire parce qu'ils savent à quel point je ne fais pas souvent ça, mais j'essaye, j'apprends chaque jour, je le promets. Et donc voilà, et c'est le message que j'adresse à tout le monde. Soyez à votre écoute. En plus d'être à l'écoute des autres. À tous ceux et celles qui peut-être se reconnaîtront dans ça, dans cette envie, ce besoin de donner à l'autre. Pas donner à l'autre, c'est aussi se donner à soi-même. Et aussi, du coup, se donner à soi-même le droit à l'échec, le droit d'apprendre, le droit de se pardonner et le droit d'être soi-même. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ta trajectoire, de tout ton parcours? Je me sens juste chanceuse. Voilà ce que je pense. Je pense que j'ai fait ce que j'ai fait quand je devais le faire et que peut-être qu'il y a certains choix, peut-être qu'après il faudrait que je revoie certaines choses, mais à ce moment-là c'était les choix qui me paraissaient les mieux à faire pour moi-même, pour les autres. Oui, j'ai fait des erreurs sur le chemin. Il y a certaines choses que j'ai peut-être pas fait comme j'aurais dû faire. Et encore non. C'est pas que j'aurais pas fait. Non, je les ai faites comme elles devaient être faites. Donc c'est pas cette expérience-là que je choisirais, c'est plutôt mon parcours il s'est construit au fur et à mesure. Parce que j'ai eu les gens autour de moi pour m'aider à le construire. Parce que j'ai eu tous les éléments dans ma vie qui m'ont permis de le construire. Et aussi, et ça, voilà, moi je le dis, je suis aussi très croyante et ça aussi, je pense que ça m'a beaucoup guidée tout au long du chemin. Et voilà, donc ce en quoi je crois, c'est, comme je disais, croire déjà, croire en soi-même, même si c'est dur de croire en soi-même. En tout cas pour moi, c'est quelque chose, c'est la chose la plus difficile. Et donc quand je regarde mon parcours, ce que j'en pense, c'est que il est arrivé ce qui devait arriver. Je suis docteur. Plein de gens autour de moi me diront que oui, mais Aïfat est docteur. Oui, c'est normal. C'est Aïfat. Et moi je vous dirais non, il n'y a rien qui est normal. Je pense qu'il y a aussi 1 milliard de manières d'autres où ça aurait pu se passer. J'aurais pu être une autre personne, mais c'est comme ça que je devais être encore une fois. Donc, j'accepte juste ce qui m'est arrivé et j'essaye de le prendre avec le maximum de recul et jamais rien prendre pour acquis. Donc voilà. Et j'ai hâte de voir aussi ce que la vie me réserve d'autres en espérant que ça soit, ça sera forcément pour le mieux parce que c'est ce qui nous arrive toujours. C'est toujours ce
pour moi, ce qui nous arrive, c'est ce qui doit être. Donc, c'est toujours pour le mieux. Mais du coup, je sais pas trop ce qui va arriver par la suite. Donc voilà, j'espère voir dans 10 ans. Voilà, j'ai hâte de voir ce que dans 10 ans je vais devenir. Voilà. Bah, en tout cas, je te souhaite tout le meilleur pour les années à venir. Et je partage complètement ce que tu penses, ce qui arrive. Ça devait arriver et surtout, peu importe si c'est des épreuves, si c'est des moments de joie, c'est le meilleur à chaque fois parce que même si c'est des étapes très très difficiles dans ta vie, elles sont aussi là parce qu'elles te préparent à être la personne que tu dois être. Pour le cas de ton frère, c'est un peu... Je trouve que parfois c'est un peu aussi bizarre d'avoir ce discours-là parce qu'on se dit pourquoi est-ce que pour que moi je puisse être meilleure ou pour que moi je puisse atteindre un certain niveau de moi-même dans la vie, il faut passer par la perte d'une personne qui m'est chère. Oui. Et c'est dur aussi de comprendre parfois le sens de la disparition d'un être proche, même si on est des êtres humains, c'est aussi comme ça que notre système est conçu, c'est qu'on est obligé au bout d'un moment de rebondir et de continuer. De toute façon, la vie continue avec ou sans nous, quoi qu'il arrive. Donc... Tout à fait. Non, mais en fait, je te rejoins, je partage complètement ta pensée. La première chose que moi je me suis dite, c'est ça sert à rien de se poser la question. S'il devait mourir, c'est que voilà, c'était son heure, point. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours bien vécu avec ça et que j'en parle avec. Je dis pas qu'il me manque pas, c'est pas ça la question. Ça, de toute façon, c'est une question évidente. C'est pas ça le cœur du. C'est que beaucoup vont passer des années, des mois à en vouloir à la vie ou à se poser la question mais pourquoi il est mort, mais c'est quoi le sens. Je peux chercher. C'est que ça devait arriver dans nos vies. C'était à ce moment-là qu'il devait disparaître. C'est à ce moment-là il a fait ce qu'il devait accomplir sur cette terre. C'est ça. Voilà. Et il continue à accomplir parce que sa perte nous construit aussi. C'est pour ça que, encore une fois, comme tu l'as dit, justement, tout nous construit. Tout est un facteur de construction. Tout fait ce qu'on est, qui on est. Voilà. Moi, ma vie, elle n'a pas été dénuée de galères. De toutes les galères qu'on peut connaître. Quand on vient de citer, je pense que tout le monde sait de quoi je parle quand je dis ça. Que ce soit financier, familiaux, les potes. Voilà, moi, les gens avec qui j'ai grandi, oui, il y en a qui sont à l'heure actuelle sûrement en prison. Il y en a qui font peut-être pas tous les matins se lèvent pas en faisant peut-être le métier qu'ils auraient rêvé de faire. Il y en a qui ont perdu des êtres chers. Il y en a qui peut-être ont perdu un membre de leur corps, pas seulement un membre de leur famille, peut-être qui sont très malades, il y en a peut-être, voilà, il y a plein de choses qui ont pu leur arriver, et ça, je pense que vous en avez tous conscience, voilà, et on a tendance à montrer dans les médias, ou même nous, à parler de justement tous ces aspects négatifs qui ont pu arriver à ces personnes-là. Et moi, aujourd'hui, je voudrais... moi, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que je pense, c'est que toutes ces choses-là, moi, je suis hyper reconnaissante d'avoir en fait grandi dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Parce que ça m'a apporté des valeurs que j'aurais pu trouver dans d'autres milieux. C'est pas ça que je dis. Mais c'est quoi ma définition du bonheur ? C'est la famille. Voilà. Moi, c'est ma définition du bonheur, c'est ma famille. Qu'elle soit bien, que je sois bien avec eux, c'est ma définition. Les galères de thunes, ouais, mais du coup, le jour où je m'achète un iPhone, je suis contente. Moi, j'achète pas iPhone, parce que Apple et moi, on est fâchés. Pour moi, je considère que c'est une secte. Désolée de dire ça, mais voilà. Ok, parce que c'est que des trucs entre Apple et tout. Donc, moi, je suis plutôt team Android. Sorry. Donc, du coup, mais bon, voilà. En tout cas, quand on s'achète un beau truc, on l'apprécie encore plus. Tout ce qu'on acquiert, en tout cas, on l'apprécie, je trouve, ça a une saveur. Ces repas qu'on a partagés où en fait on devait diviser une assiette en 5 ou en 6 alors qu'il n'y avait qu'une assiette, les tapas de euros et on met tous nos petites pièces en commun et on s'achète un petit sachet de bonbons chez l'épicier. Tous ces moments définissent pour moi le bonheur, et c'est des beaux souvenirs que je garde, et je les aurais pas vécus si j'étais pas née là où je suis née, si j'avais pas grandi là où j'ai grandi, et moi je souhaite même ça à mes enfants en fait.
Tu nous as dit que tu étais construite par des identités multiples, en tout cas que tu te sentais avoir plusieurs identités et que c'était ça qui te constituait. Comment ça se manifeste pour toi dans la vie de tous les jours de combiner ton héritage comorien, tes valeurs françaises, tes valeurs spirituelles c'est un grand mélange. Ouais, c'est un grand mélange. Et puis après, il y a aussi être docteur, parce qu'on l'a souligné. Mais forcément aussi, c'est aussi notre étiquette que, je suis dans le milieu universitaire. C'est un milieu aussi social à part entière, qui s'éloigne beaucoup du milieu dans lequel j'ai grandi. Ça se manifeste de plusieurs manières. Parfois, ça va être des questions qu'on va se poser sur certains comportements qu'on doit adopter, où en fait on découvre des trucs, des normes qui existent dans des groupes dans lesquels nous on n'a pas grandi et qui pour les personnes qui ont grandi dedans c'est évident, mais pour on est là, on rentre le soir, on se dit mais sérieusement, je sais pas, la première fois pour peut-être ceux qui se reconnaîtront dedans, quand on vient de banlieue, je sais pas moi, j'ai mangé une planche. On me ramène une planche de fromage. Je saurais toute ma vie. Genre, planche de fromage, c'est quoi ça? Et ça a l'air tellement normal pour certains, mais pour moi, c'était une découverte. Puis, je sais pas moi, je suis atterrée à Descartes. Bon, dans mon lycée aussi, c'était un peu le cas. J'étais la seule personne de couleur quasiment dans ma classe, parce que d'autres personnes étant une personne d'origine antillaise, donc en tout cas moi, issue de l'Afrique, dans ma classe au lycée déjà c'était le cas. Alors à l'université, je suis arrivée à Descartes aussi. Diversité zéro, ou en tout cas il y en a très 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 peu en termes de diversité culturelle, j'entends parler, ou en termes d'origine. Donc déjà, ça, alors que je viens de banlieue, bonjour, je viens de Tsep, c'est le grand melting pot de diversité qu'on puisse trouver au monde, et pour moi c'était une vraie richesse, et après j'ai trouvé d'autres richesses, une autre forme de diversité avec laquelle il a fallu composer. Et en fait, juste après dans chaque lieu où on va, en fait, il y a de la différence, qu'elle soit au niveau social, au niveau culturel, au niveau d'âge, au niveau de connaissances, tout ce que vous voulez. Et en fait, il faut juste s'adapter. Enfin, juste est un bien gros mot, mais je m'adapte. Ne serait-ce qu'au niveau du langage. Quand je suis fatiguée, je vais me mettre à dire wesh. Et je crois que la première fois que je dis à la fac wesh devant mes collègues, la tête qu'ils ont fait, c'était trop drôle, je crois. Et je dis non, mais je crois que vous oubliez, mais en fait, je suis une fille de banlieue. Et donc, wesh, c'est dans mon vocabulaire. Donc voilà, je pense que déjà, ces petits tics de langage qu'on gomme quand on est dans certains endroits, ou justement au contraire, quand je vais être dans d'autres cercles plutôt là où j'ai grandi, et encore, parce que voilà, ça c'était il y a très très longtemps, quand j'étais plus jeune, au tout début, quand j'ai commencé, où là justement je me cherchais peut-être en tant qu'individu, on me dit ouais, toi tu parles trop bien français. Un jour on m'a sorti ça. Je dis comment ça je parle trop bien français? Bah oui, parce que je sais pas de faute ou trucs comme ça, etc. Donc voilà, je dirais juste que j'ai arrêté de trop y penser. Voilà, je pense que moi, en fait, j'y ai jamais trop pensé. J'ai pensé quand il y avait des moments clés, des fois des petits couacs. Mais en fait, j'ai juste après être en accord avec moi-même. Donc en fait, partout où je vais, c'est moi. Après, il y aura un petit peu de tel ou tel côté qui va ressortir en fonction des gens avec qui je suis, je suppose. Mais c'est tout le temps moi. Voilà. C'est juste ça. C'est être fidèle à ce que je considère être moi-même. Tu vois, être fidèle aux valeurs auxquelles je crois profondément, qui m'ont été justement transmises en particulier par ma famille, et voilà. Et donc je pense que c'est comme ça que je cope, je fais face en me disant que je suis toujours moi-même. Voilà. Ben, c'est une super belle manière d'y répondre, je trouve. Écoute, c'est ma dernière question. Avec, on peut continuer après si tu veux. J'aurais tellement de choses à te demander. Avec du recul, tu dirais quoi à la jeune Aïfat? Je lui dirais, arrête de faire tes crises d'angoisse. Non, non, oui, je suis quelqu'un de très anxieuse, donc si je dirais à la jeune Aïfat, oui, de moins s'inquiéter, d'apprendre à prendre les choses comme elles sont, et de continuer à avoir confiance. Voilà. Mais je lui dirais pas de changer quoi que ce soit. Juste, on se détend. Parce que je continue à être très anxieuse.
Donc du coup, je lui dirais d'apprendre à se détendre. Ouais, bon, même si les autres lui le disaient, mais peut-être que si je me le dis à moi-même, non. Je sais pas. Je dis ça, mais en même temps, j'ai envie de rien lui dire en même temps. C'est-à-dire que à la fois j'ai envie de dire ça, mais en fait, c'est avec le temps que j'ai appris certaines choses. Et peut-être qu'à ce moment-là, si j'avais été comme ça, j'aurais pas aussi le parcours. Donc, j'ai presque envie de dire, je lui dirais rien. Je la regarderais, je sais pas, même pas je lui sourirais, j'essaierais d'avoir un blank face, genre comme un bon psychologue, genre je montre aucune émotion et tout. Comme ça, elle peut rien apprendre de moi. Et juste elle continue son bonhomme de chemin. Merci Aifat. Merci à toi. Ah si, continue à aimer Harry Potter, Aifat. Un peu de magie. Un peu de magie, on en a tous besoin, voilà. Super, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Et merci à toi aussi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que t'as kiffé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, ce serait vraiment très cool de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça prend quoi, quelques secondes ? Pour moi, ça ferait vraiment la diff, parce que c'est le meilleur moyen pour m'aider à faire vivre ce projet. Pour continuer à suivre les pas de Aifat, je t'invite à la retrouver sur LinkedIn. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. En attendant, tu peux m'écrire sur Instagram, TikTok, @l'escalierpodcast, si t'as des questions ou un héros à recommander. Et surtout, reste bien motivé et continue de monter.